programme tel que prévu, il va y avoir une inversion. Nous allons commencer avec l'exposé de Vincent Bourriche et Thomas Guignard. Ce sera suivi de celui d'Angel Badillo après. Je vous laisse la parole. Il est allé chercher le technicien. Donc, effectivement, c'est un peu... Donc, bonjour. Voilà, donc, se présente peut-être tout d'abord, Vincent Bourriche et Thomas Guignard. Nous sommes tous les deux maîtres de conférence à l'Université de Paris-Treize, en sciences de l'information et de communication. Et nous allons vous présenter une communication sur l'intégration des contenus aux plateformes numériques. Alors, on va essayer d'aller un peu vite. Considérons qu'on manque de temps et que le modérateur est à cheval sur la durée des interventions, je vais un petit peu passer l'introduction pour rentrer directement dans le vif du sujet qui est pour nous les plateformes. Alors on va utiliser le terme de plateforme dans un sens très, très particulier, c'est-à-dire que dans le langage usuel, on utilise la notion de plateforme pour parler d'un dispositif de distribution généralement de contenu numérique. Nous, on va essayer de donner une définition un peu autre de la notion de plateforme. Alors, on pourra revenir sur le bien fondé de ce terme de plateforme. Néanmoins, on va vous expliquer ce qu'on entend par plateforme. De façon, pour caractériser le dispositif à minima, on va considérer que la plateforme, c'est une architecture qui est à la fois technique et organisationnelle et un mode de valorisation typique. L'objet de cette plateforme, c'est de présenter ces dispositifs. Et cette communication résulte d'une enquête qu'on a menée notamment dans le cadre du programme Culture et Création de 2009 et 2012. Donc on a fait différents entretiens avec des gestionnaires de plateformes et des gens qui produisaient du contenu, donc des producteurs du contenu qui utilisaient cette plateforme, pour pouvoir avoir une vision un peu générale de fonctionnement de ces dispositifs. On a donc décidé de sélectionner 4 filières d'industrie créative. Et ces 4 filières qui utilisent ces dispositifs sont les applications mobiles, le jeu vidéo, l'audiovisuel et la musique enregistrée. Alors si la nouveauté de ces dispositifs empêche toute conclusion définitive, on va essayer de présenter nos résultats. En troisième partie, les principales tendances qu'on a pu observer sur les modalités d'intégration des contenus à ces dispositifs. On va donc procéder à une communication en 3 points. La présentation synthétique du dispositif dans un premier temps, l'intégration du dispositif aux filières d'industrie créative dans un second temps, on essaiera d'aller rapidement, et l'identification des enjeux liés à la production et la valorisation des contenus. Alors, les caractéristiques des plateformes. De prime abord, ce qu'on nomme une plateforme vise à l'appariement d'une offre et d'une demande en proposant un ensemble cohérent de fonctions techniques, informationnelles et transactionnelles. L'activité se distingue toutefois d'une intermédiation commerciale classique parce qu'il n'y a aucune activité d'achat de biens des fournisseurs en vue d'une revente à des consommateurs finaux. Il s'agit, pour l'activité de ce qu'on nomme des plateformes, de mettre en relation des affiliés vendeurs avec des affiliés acheteurs. Alors, le schéma explique un petit peu ça. Le modèle du magasin classique voit des vendeurs qui vendent à des marchands, le marchand revend à des consommateurs finaux. Le modèle de la plateforme, il y a des vendeurs qui sont affiliés à un dispositif et des consommateurs qui sont également affiliés à un dispositif, le dispositif permettant de réaliser la transaction entre les vendeurs et les consommateurs. Alors, on le voit dans cette notion d'affiliation, le plateforme se présente comme ce que les économistes appellent un marché multiversant avec des spécificités. L'activité d'une plateforme consiste en l'articulation de plusieurs marchés, c'est-à-dire en la proposition de différents biens et services à chaque catégorie d'utilisateurs de la plateforme. Et ces marchés fonctionnent suivant un mécanisme d'effet de réseau indirect. C'est le principe des marchés multiversants, c'est-à-dire plus il y aura de vendeurs, plus il y aura de consommateurs, plus il y a de consommateurs, plus il y a de vendeurs. C'est ça le principe de réseau indirect. Ce modèle des plateformes se distingue des modèles classiques de marchés multiversants qu'on trouve dans le domaine de la communication, comme par exemple les médias, où les portails ont 2 points. Premièrement, dans sa relation aux acteurs en amont, il y a une distinction de nature contractuelle. Les contenus qui sont proposés par ces acteurs en amont, ils sont proposés sans généralement avoir fait l'objet d'une transaction au préalable de la part du gestionnaire. Elle apparaît en cela
la plateforme apparaît en cela comme un simple diffuseur, non comme un simple diffuseur ou agrégateur de contenu, mais plutôt comme une place de marché virtuelle. En outre, les utilisateurs de la plateforme en amont subventionnent généralement l'aval, c'est-à-dire que la plupart des plateformes présentent ce qu'on appelle une tarification asymétrique. Deuxième point qui distingue les plateformes des marchés multiversants classiques dans le domaine de la communication, est lié, ce second point, aux finalités et modalités d'extraction de la valeur. La valeur de la plateforme réside moins dans sa capacité à prélever un bénéfice direct sur les transactions qu'elle autorise, que dans sa capacité à produire et capter des externalités liées à ces mêmes transactions. La plateforme est donc généralement un moyen pour le gestionnaire de la plateforme d'atteindre une fin qui s'ajoute à la simple intermédiation commerciale. Les cas les plus courants, enfin ceux qu'on a étudiés en tout cas, sont la mise en place d'une plateforme de distribution de contenu, par exemple, par un équipementier qui cherche principalement par ce biais à vendre des terminaux, par un opérateur, souvent de télécommunications, qui cherche par ce biais à vendre des abonnements pour une connexion, ou encore un lecteur de logiciel qui va chercher ainsi à imposer des normes techniques auprès des équipementiers et à exploiter des données clients qu'il revendra aux annonceurs. Alors, petit schéma pour expliquer ce que je viens de dire. On voit en haut des fournisseurs de contenu, on va les consommateurs, au centre la plateforme. La plateforme réalise l'affiliation de l'amont et de l'aval. Il y a des effets de réseau direct et on capte des externalités, qui est la finalité qui s'ajoute à la simple intermédiation commerciale. D'un point de vue, la technique apparaît comme une dimension constitutive fondamentale de la plateforme. La montée en puissance des plateformes est intimement liée à des avancées techniques dans le domaine du traitement de l'information, au niveau des processeurs, des logiciels, au niveau des capacités graphiques et de stockage des terminaux, aussi bien sûr de l'augmentation de capacité des débits, que ce soit pour les réseaux fixes ou mobiles. Une caractéristique essentielle de la plateforme est également sa modularité et son caractère systémique. Les services et produits numériques dépendent d'un système dont les utilisateurs ne retirent un intérêt que lorsque l'ensemble des modules du système sont assemblés. Donc là aussi, l'intégration du dispositif, on le verra par la suite, dépend en fonction des acteurs. Si on prend le cas d'Apple, on a un terminal, un OS et une plateforme d'application pour les dispositifs. L'architecture technique des plateformes est également caractérisée par une servition automatisée, une automatisation qui concerne l'ensemble des versants. Pour les producteurs de contenu, ce sont eux qui configurent via des ressources logicielles mises à disposition par le gestionnaire de plateforme leur offre. Donc généralement c'est une mise à disposition gratuite ou quasi gratuite de ces ressources logicielles. Si on prend le cas par exemple des applications, des plateformes d'applications mobiles, le kit de développement, ce qu'ils appellent SDK, est donné gratuitement ou quasi gratuitement. Le cas d'Apple, c'est $100 par mois. Donc on est dans des tarifs appliqués par exemple dans l'industrie du jeu vidéo ou pour faire des jeux pour une console de jeu portable ou fixe. Les kits de développement étaient aux alentours de entre $10 000 et $20 000. On a aussi donc cette gratuité ou quasi gratuité des kits de développement et de l'accès à la plateforme a justement entraîné un abaissement des barrières à l'entrée, permettant à beaucoup d'éditeurs, même de petites structures d'intervenir. Dans le cas du jeu vidéo, on a vraiment énormément une carrière de toutes petites structures qui viennent mettre à mal justement la position dominante des éditeurs traditionnels. On a aussi une mise à disposition d'outils liés à la maintenance des contenus. Donc pour les applications, ça va être une mise à jour facilitée. Donc tout est automatisé, même pour changer le prix d'une application par exemple. Tout ça est fait de manière automatisée. Autre versant concerné par cette automatisation, ce sont les annonceurs, où on a là aussi les gestionnaires de plateforme mettent en place des modules automatisés pour gérer la campagne publicitaire. On a quelques variantes comme par exemple Apple qui a une agence, une régie publicitaire intégrée, iAds, où on a deux programmes, iAds for Developers où tout est automatisé, et un programme premium, iAds for Brands, où là on est sur un contenu premium qui nécessite l'intervention de travailler avec les créatifs d'Apple.
Et le ticket d'entrée est environ d'1 million de dollars pour le marché américain. Donc ça concerne uniquement les très gros annonceurs. Mais sinon, pour la plupart des régies publicitaires intégrées, on observe une automatisation. À l'aval, on a aussi une automatisation de la prescription et de la recommandation, qui renvoie un petit peu à ce que disait Bernard Miège ce matin, sur une industrialisation, une sorte de rationalisation de la réalisation. Donc là, sont mis en avant, par exemple, les applications les plus téléchargées, les mieux notées, etc. Les plateformes, d'ailleurs, s'appuient généralement sur un système d'authentification unique, un SSO en anglais, qui permet justement d'individualiser la relation client et justement optimiser ces logiques de prescription de recommandations. Donc la plateforme a pour mission première d'assurer un couplage resserré entre l'offre et la demande. Elle constitue donc une interface entre l'usager et le fournisseur de contenu. Et donc c'est à la fois une composante du dispositif et un agent de mise en réseau. Donc les gestionnaires de plateforme remplissent des fonctions qui sont à la fois économiques, informationnelles et également transactionnelles, puisque la sécurisation et la gestion logistique, la sécurisation des paiements et la gestion logistique sont également très présentes. Donc, ce qui explique pourquoi la partie, cette partie de l'intermédiation, les gestionnaires de plateforme, repose sur des ressources humaines très, très restreintes. On a par exemple Facebook France qui ne compte qu'une vingtaine de salariés, ou encore, on était plus surpris, un iTunes France qui ne compte que 6 salariés pour gérer l'ensemble des activités, que ce soit de la musique et des applications mobiles. Il faut savoir que la partie technique et les serveurs sont basés au Luxembourg, mais pour l'ensemble du marché français, seulement 6 salariés sont affectés à cette plateforme. Donc, dans la diapo suivante, on voit les différentes fonctions qu'on a notifiées qui sont plus ou moins intégrées en fonction des acteurs. Donc, je ne vais pas les énumérer toutes, mais on voit qu'il y a des variations très fortes entre les acteurs. On a par exemple Apple qui est plus strict par exemple en termes de cadrage de prix. Donc il faut respecter des paliers de prix, contrairement à d'autres plateformes où c'est beaucoup plus libre. C'est pareil, la validation des applications peut être différente en fonction des gestionnaires de plateforme. Apple, il faut compter un délai de 3 semaines pour la partie France, où ils observent si d'un point de vue technique, si il n'y a pas de contenu à caractère pornographique, diffamatoire, etc. Ils ont un cahier des charges bien strict. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux axes principaux qui permettent de classifier un peu les plateformes. C'est l'intégration des éléments du dispositif, le niveau de contrôle également exercé par le gestionnaire de plateforme. Donc on distingue pour le moment 2 types de plateformes, c'est ce qui ressort de notre étude. Les plateformes propriétaires qui sont liées à un système d'exploitation. Et d'ailleurs, ces plateformes doivent faire un effort particulièrement important donc, en fonction de leur position sur le marché pour stimuler les fournisseurs de contenu tiers. Donc Evans parle de campagne d'évangélisation justement pour expliquer cette partie. Donc des enjeux qui sont liés aussi du coup à ces plateformes propriétaires à la neutralité d'Internet. On a des plateformes interopérables qui elles sont davantage basées sur le web, comme YouTube, SoundCloud pour prendre ces exemples. Donc voilà le graphique qui permet un petit peu on voit en bas les plateformes interopérables et en haut les plateformes dites propriétaires. Donc on a plusieurs modèles. Le modèle d'iMode qui est mis en haut à droite du graphique, un système hybride, puisqu'il y a un portail officiel et un portail non officiel qui ressemble plus justement à une plateforme telle qu'on l'entend. J'indique juste que les différentes plateformes qui sont sur la diapo sont les plateformes qu'on a étudiées. Oui. Donc nous avons identifié 4 types d'acteurs, les acteurs du logiciel, les équipementiers, les opérateurs de télécommunications, les acteurs du contenu. Dans une moindre mesure, on a repéré cette plateforme Vevo qui est intéressante et assez atypique pour positionner les acteurs de contenu sur ce segment d'intermédiation. Donc il faut savoir que ce n'est pas un phénomène nouveau, ça s'inscrit dans une approche socio-historique qui permet justement de ne pas succomber à cette tentative de la nouveauté. On a notamment Entity Docomo qui, le premier, a mis en place justement une plateforme accordant justement aux gestionnaires de plateforme une fonction centrale. Et on observe
observe aussi des situations initiales et des finalités contrastées, donc en fonction justement de la nature et le domaine d'activité principal des gestionnaires de plateformes qui influencent largement les modalités de captation des externalités. Donc on observe que les acteurs ont une dimension internationale. C'est vrai qu'on a par exemple l'Apple Store qui est disponible dans 119 pays, YouTube c'est 1 milliard de visiteurs uniques par mois, donc on est vraiment sur des logiques internationales qui attirent également les éditeurs de contenu parce que justement via quelques intermédiaires ça leur permet de toucher une audience très éclatée géographiquement et très massive. D'un point de vue méthodologique, comme l'a dit Vincent en introduction, on a fait des entretiens. On a également défini des critères qui nous permettent un petit peu de voir les aspects qui, d'un point de vue organisationnel et économique, rapprochent ces acteurs. Donc voir si c'est un ensemble homogène. Ça nous a permis aussi de les distinguer par rapport aux magasins en ligne ou encore aux portails qui, selon nous, procèdent de logiques différentes. Donc définition d'une analyse avec 20 critères. Quelques critères exposés comme la relation de la plateforme avec les différents versants, l'intégration des contenus semi-professionnels, la présence ou non d'une filière propre, le degré de contrôle et d'intégration du dispositif au niveau de l'internationalisation. Je te laisse. Donc on a fait ça, je vais passer très rapidement, on ne va pas commenter ces différents tableaux. Donc on a fait ça pour les plateformes d'applications mobiles, ce que vous voyez là. Ça c'était pour les jeux vidéo. À chaque fois on a sélectionné des plateformes qui nous semblaient intéressantes à étudier. Les plateformes audiovisuelles et enfin les plateformes liées à la musique enregistrée. Pour aller très très vite, ce dont on s'est rendu compte assez vite, c'est qu'il y avait des rapports de coopétition qui étaient fréquents entre les acteurs du dispositif. C'est-à-dire que par exemple un acteur du terminal pouvait très bien aller vers un acteur qui proposait une plateforme unique et lui-même proposer sa propre plateforme. On s'est également rendu compte qu'il y avait une multiplication des niveaux de plateformes, c'est-à-dire que des plateformes donnent accès à d'autres plateformes de contenu. Donc il y a une multiplication des niveaux d'intermédiation. Et également, quand j'ai présenté le modèle de la plateforme dans le second schéma que j'ai présenté, c'est vraiment le modèle idéal typique parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une hybridation de plus en plus fréquente. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement fréquent du modèle de la plateforme avec un modèle du portail, notamment parce qu'il y a de plus en plus de négociations avec les fournisseurs en amont, pour les contenus premium notamment, et il y a de moins en moins de dispositifs de fait qui répondent exclusivement aux critères discriminants qu'on a présentés en première partie. Alors, troisième partie très rapidement, les enjeux liés à la production et à la valorisation des contenus. Un des points forts, quelque part, de la plateforme réside dans le partage du risque industriel. Il y a un transfert d'une partie de l'incertitude de la valorisation de la production vers les producteurs de biens complémentaires qui assument seuls les investissements et sont rétribués ex post. Donc le gestionnaire de la plateforme n'a pas à investir dans les contenus. Il bénéficie des investissements des autres et les rétribue en fonction de leur vente effective. Le ticket d'entrée pour toutes ces plateformes est maintenu volontairement bas, voire inexistant, afin d'attirer le plus possible de fournisseurs de contenu. Il y a donc un abaissement des barrières à l'entrée sur le marché de la distribution. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait une visibilité moindre pour une multitude de produits proposés, exception faite pour les contenus premium. On s'est rendu compte également, et c'est lié à ce que je viens de dire, qu'il y a un rôle capital de la promotion et de la prescription qui généralement sont assurés par le gestionnaire. On s'est également rendu compte qu'il y avait peu de contrats d'exclusivité et que les affiliations multiples étaient souvent limitées en raison des coûts de portage. C'est-à-dire que quand on développe un contenu pour une plateforme, souvent, notamment les petits acteurs ne peuvent pas se permettre de développer cette même application pour d'autres plateformes qui répondent à d'autres normes techniques. Donc, il n'y a pas de contrat d'exclusivité, mais il y a des multi-affiliations qui sont relativement limitées. On s'est donc rendu compte qu'il y avait une différenciation souvent significative des catalogues, et également un mécanisme de primo-gagnant très prégnant pour la plateforme la plus populaire, et c'est notamment très visible pour les plateformes d'applications mobiles type Apple. On s'est également rendu compte qu'il y avait une exploitation quasi systématique des UGC, donc User Generated Contents, et des productions semi-professionnelles qui occupent généralement une place importante dans les catalogues.
Deuxième point, ce qu'on a vu, c'est l'affirmation des industriels de la communication et des équipementiers dans les filières de contenu. Les plateformes sont à la fois des gatekeepers et des guichets uniques. Elles ont une position stratégique à l'aval des filières d'industrie de contenu. Pourquoi cette position est stratégique? Parce que les gestionnaires maîtrisent l'ensemble des paramètres stratégiques, c'est-à-dire la définition des standards techniques, la détermination du prix de vente des contenus, bien sûr, la rétribution, le niveau de rétribution des producteurs de contenu et la maîtrise de la relation client et l'acquisition exclusive des données clients, qui généralement est revendue, enfin, sous forme un peu sophistiquée, aux annonceurs. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme qui était gérée par des acteurs du contenu, à l'exception de Vevo, donc la plateforme de musique des majors. Et c'est une confirmation d'une thèse qui avait été avancée par 3 chercheurs en sciences de gestion de Harvard, selon laquelle les gestionnaires de plateformes doivent éviter à tout prix d'entrer en compétition avec les productions de biens complémentaires. Généralement, on s'est également rendu compte que les producteurs de plateformes n'investissaient pas directement dans la production, exception faite, pour le moment, de YouTube qui a investi dans la production récemment. Dernier point, on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait un modèle transfilière de la distribution et de la diffusion de contenu? Alors, à cet égard, le cas de la société Google, il est extrêmement parlant. La société Google se positionne pour l'instant sur l'ensemble des filières étudiées avec un modus operandi qui est similaire, mais des résultats extrêmement contrastés. Il y a eu l'échec de la Google TV pour le moment, en raison notamment de la méfiance des principales chaînes nationales, aux USA comme France, qui ne veulent pas donner leur contenu à Google TV. On se rend compte néanmoins que Apple et Samsung semblent, qui sont les gros équipementiers concurrents, semblent suivre la même voie, c'est-à-dire se positionner sur l'ensemble des filières et proposer une plateforme qui est multi-contenu. On a observé qu'il y avait des stratégies de verrouillage qui étaient constamment mises en place, c'est-à-dire stratégie de verrouillage d'une part en direction des consommateurs, c'est-à-dire qu'on va essayer d'enfermer le consommateur dans un environnement numérique grâce à des normes techniques, une interopérabilité restreinte des terminaux et puis surtout des coûts de substitution ou de conversion qui sont très élevés. Si j'achète toutes mes applications dans l'univers Apple et que je veux passer à l'univers Google, ça va coûter très cher de racheter toutes mes applications. On s'est rendu compte également qu'il y avait une stratégie de verrouillage au niveau des producteurs qui, comme je viens de le dire, ne peuvent souvent pas se permettre des affiliations multiples. Je termine. On a vu également qu'avec l'arrivée des nouvelles normes techniques, notamment l'HTML5, la plupart des gestionnaires de ces plateformes pouvaient se diriger vers une plateforme unique, quel que soit le terminal. Téléconnecté, téléphone portable, etc. On s'est rendu compte néanmoins qu'il y avait des différences qui subsistaient suivant le positionnement de la plateforme sur les différentes filières. Il y a notamment des différences notables dans les rapports des gestionnaires aux producteurs de contenu selon l'importance, les spécificités et l'histoire de la filière intégrée. Les producteurs de musique et d'audiovisuel apparaissent dans une position beaucoup plus défensive que leurs homologues du jeu vidéo et des applications mobiles. Pourquoi ils sont dans une position beaucoup plus défensive? Parce qu'ils disposent d'outils qui leur permettent de tenir cette position. Et ces outils sont notamment des droits spécifiques de diffusion et les droits de licence. Donc on peut dire que si le modèle connaît un incontestable succès pour le jeu vidéo et les applications mobiles, le modèle fonde une filière. Les formes de distribution plus classiques, comme le modèle marchand, dominent encore très largement les filières audiovisuelles et de musique enregistrée pour lesquelles l'organisation en plateforme reste très secondaire et concerne au final principalement les produits de seconde catégorie, ce que Kiev nommait la B-list, c'est-à-dire les produits faits par des consommateurs ou par des semi-professionnels. Et je vous remercie. Vous avez la parole. Oui, merci pour cette contribution très précise. Soit je me suis endormi à mon nom ou pas, mais je n'ai pas du tout entendu parler de censure dans les enjeux des plateformes. Or, il me semble qu'Apple n'est pas exactement vierge de toute idée de ce point de vue. Disons que Apple se défend En fait, il propose donc le même kit de développement et le même cahier des charges à l'ensemble des acteurs.
Et donc là où c'est sujet à caution, c'est justement tout ce qui est application à caractère diffamatoire, ce qui fait qu'il y a certains caricaturistes, par exemple, qui sont fait refuser leur application, ou tout ce qui est application à caractère pornographique. Donc c'est pour ça que la censure dépend de la nature du gestionnaire de plateforme, ou à l'inverse, on a le Google Play, où là, on base directement son application, et c'est seulement a posteriori, s'il y a des problèmes techniques ou des propos, enfin des contenus illégaux, où la communauté intervient. Un peu comme sur YouTube, en fait, où on retire a posteriori les contenus. Mais au niveau de la censure, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, même avec l'éviction de apps gratis également, mais ils se défendent sur un cahier des charges très strict, avec, c'est leur mode de censure qui est contestable, je vous l'accorde, mais qui est utilisé par Apple pour justement avoir une emprise quand même assez forte en termes de contenu, même si si vous faites une application, ils n'ont pas le droit de la refuser si elle respecte le cahier des charges qui est très strict défini par Apple. Il y a une censure technico socio quelque chose est une censure valable. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis du tout. Au contraire, je dis que c'est contestable. Mais c'est leur argument pour justement garder une... Et là aussi, ça fait partie de leur argumentaire commercial. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils disent, c'est bon, voilà, en gros, sur Google Play, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Nous, il y a un système de validation qui prend du temps, mais vous allez trouver... après, on est clairement contre ce... On n'abonde pas dans le sens d'Apple, mais c'est leur stratégie en tout cas. Ils sont à la frontière vraiment entre ce qu'on appelle la plateforme et le portail ou le catalogue, parce que justement, il n'y a pas une réelle activité de sélection, mais elle existe à partir d'un cahier des charges qui est vraiment très très strict. Peut-être une suggestion, lorsqu'on évoque la question de l'audiovisuel et des plateformes, c'est de tenir compte de la très bonne santé de la pay TV, de toutes les formes de télévision payante. Et donc finalement des vieilles plateformes aussi, que sont les télés par satellite, le modèle de club étudié par Jean-Guy Collector. Je crois que des études récentes, notamment celles financées par Google, montrent que la pay TV représente l'essentiel, une grosse part en tout cas, des ressources numériques pour les contenus. De même, quand on regarde l'économie des grands groupes industriels nord-américains ou européens, on s'aperçoit que la part la plus dynamique, et c'est ce que montrait l'étude qu'on a faite avec Lucien et Catherine, est représentée par la télévision payante. Donc voilà, c'est peut-être un élément qu'il faudrait tenir compte lorsqu'on évoque la question de relations entre audiovisuel et plateforme. Tout à fait. Et il y a juste, on a étudié dans le cadre d'une enquête qu'on a fait sur la télévision connectée. Alors pour la Pay TV, oui, mais alors de quoi on parle? Si c'est quelque chose comme Netflix, effectivement, il y a un succès incontestable, mais par exemple le câble aux États-Unis, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène assez important de ce qu'il appelle le cord cutting, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui rendent leur abonnement de câble pour un autre système de Pay TV qui serait Netflix, Boxy TV, etc., etc. Bonjour. Oui. Donc déjà, merci beaucoup pour la présentation, vraiment très synthétique et très riche pour le coup sur les notions de plateforme, et notamment sur l'émergence d'une nouvelle filière qui serait celle des applications, qui a tendance à plus me convaincre que celle de l'infomédiation. On pourra peut-être en discuter après, mais qui ont des perspectives de recherche que je trouve extrêmement intéressantes. Du coup, deux questions. Tout d'abord sur la stratégie qui serait moins défensive de la part justement des producteurs d'applications, des producteurs de jeux vidéo. Donc vous donnez une explication qui est liée notamment aux notions de droit de diffusion. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner une explication dans le rapport de ces acteurs-là à la technique et aux technologies numériques, qui n'est absolument pas la même que celle des producteurs de vidéos et des producteurs de musique, et qui est fondée au fait qu'en tant que tel, ce sont des arts, on va dire, numériques, si on veut dire les choses rapidement. Et est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un peu plus sur je vous ai un peu
évoqué des rapports de friction et de rapports de force entre ces teneurs de ces acteurs des plateformes et des producteurs de contenu. Je pense notamment au conflit il y a 2-3 ans entre un éditeur de jeux vidéo de casual gaming comme Zynga avec Facebook sur les répartitions des revenus générés par Facebook qui se présentait comme étant générateur de trafic et de ce fait et on obtenu des gains de cause, obtenir des conditions beaucoup plus avantageuses vis-à-vis de Facebook et qui, du coup, on se rend compte que le producteur de contenu a réussi à obtenir des conditions plus avantageuses face à un acteur supposé plus puissant. Concernant l'industrie du jeu vidéo, c'est vrai que c'est notamment sur le segment des jeux mobiles qu'il y a vraiment une reconfiguration de la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs dominants sur la distribution de jeux, c'est Apple et Google qui ont dépassé les acteurs historiques sur le segment mobile uniquement. Donc sont Nintendo, sa 3DS et la PlayStation Vita de Sony. Et concernant les rapports avec les producteurs de contenu, là on est vraiment dans une logique très différente en fonction là encore du gestionnaire de plateforme. C'est-à-dire que si on prend le cas des consoles, il fallait s'acquitter d'un kit de développement, comme j'ai dit, très important. Et en plus, il y avait une activité de sélection, des royalties. Enfin, il y avait déjà un modèle économique qui était très différent, qui faisait le fruit de négociations individualisées avec chaque éditeur. Alors que là, on est sur un système qui est le même pour tous. Il n'y a pas de négociation en fonction des quantités, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne pour les plateformes d'application. Et ce qui fait que là où les éditeurs craignent, c'est l'arrivée justement de vraiment petites structures. On a des exemples. Et donc du coup, il y a un abaissement des barrières à l'entrée, comme l'a dit Vincent, ce qui fait que l'argument des plateformes, contrairement à ceux des consoles, par exemple, c'est l'abondance. Eux, vraiment, ils jouent sur le côté... donc Nintendo a toujours eu un catalogue très restreint, alors que quand on regarde l'argumentaire porté par les gestionnaires de plateformes, comme Apple et Google, ils jouent vraiment sur l'abondance qui est au cœur de leur argumentaire. Après, concernant Zynga et Facebook, c'est vrai que c'est un cas intéressant, c'est l'émergence en gros d'un nouveau segment de marché, ce qu'ils appellent le social gaming, qui a pris une importance significative. Et c'est vrai que bon, là c'est un peu particulier. Là c'est un peu particulier. Bon, en gros, là on est face à un acteur de poids, Zynga, qui est vraiment très, très important et qui a pu justement permettre, c'est un des rares cas où un producteur de contenu peut négocier ses conditions avec le gestionnaire de plateforme. Parce que c'est vraiment un acteur phare du social gaming et qui a un rapport de force qui lui permet... Un acteur en plus, oui, voilà, c'est ça. Par rapport aux acteurs traditionnels qui ont plus de difficultés à générer... Eux ont un plus haut pouvoir de négociation alors qu'ils sont là depuis 2006 ou 2007, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oui, merci, c'était très intéressant. C'est la fin du dessin, donc le micro, je vais essayer plus. Alors, nous donnons la parole maintenant à notre dernier intervenant ce matin, Angel Belzio. Je vous donne la parole. Merci. Sitôt qu'on me donne le microphone à part de la parole, j'avais vraiment beaucoup de commentaires à faire après votre intervention parce que il y avait beaucoup d'idées que j'avais notées, mais je pense que surtout, il y a un cas dernièrement sur la question de la censure, le cas des apps dédiées à leur orientation, pardon, français, à l'orientation sur l'achat des apps, qui est devenu un vrai conflit dernièrement, dans les derniers mois, vous le savez. Donc, une partie de la censure maintenant sur les plateformes n'a
une relation directe sur le contenu, mais sur les fonctions. C'est quelque chose que devrait être très pensé par nous. Et aussi, il y a eu une question importante aussi, bien sûr, en Espagne dernièrement, qui a été le support très fort des opérateurs télécoms au Firefox OS, au système opératif de Firefox pour le dispositif mobile qui est en train d'être fini et qui permettrait d'éviter et de contourner la présence. Ce sont quelques idées de choses que vous avez parlé que je trouvais très connectées à quelque chose. Bon, je demandais de passer à une dernière place aujourd'hui parce que je pensais qu'il y a des choses que je viens vous raconter, particulièrement car je viens de l'enfer, dans un pays qui est en pleine destruction, pouvait servir pour une espèce de clôture de la session de matin. Donc vous verrez, je vais vous montrer un peu le note le plus relevant de la situation contemporaine des industries culturelles, du débat des industries créatives. S'il existe, il est très petit en Espagne en ce moment. Et qu'est-ce qui est en train de passer, et peut-être quelques causes de toute la situation contemporaine. Donc, avant tout, laissez-moi remercier à tous les amis que je rencontre ces jours, à Paris comme autrefois à Montréal, à Marseille ou n'importe où. La connexion entre les communautés scientifiques francophones et ibéro-américaines n'est pas toujours facile par les problèmes de ce latin vieilli qu'on partage. Mais l'effort qu'on continue à faire nous aide à maintenir un contact nécessaire, une connaissance dans laquelle on se reconnaît comme des peintres du même mur. C'est génial du même. C'est génial de se revoir, c'est génial de continuer à maintenir l'œil sur ce que vous faites pour moi qui vient dans cette session à cet atelier pour écouter surtout. C'est une opportunité comme toujours fantastique de poursuivre les avances de la communauté francophone. Je suppose qu'après la thèse de Jason Richwin à Harvard, je ne sais pas si vous avez lu, dans laquelle ces consulteurs du Heritage Foundation affirma que nous, les Latins, avons un coefficient intellectuel substantiellement plus bas que la moyenne de la population. C'est un peu trop courageux d'inviter un chercheur espagnol. Donc, merci. Je vais vous présenter, il vient de présenter la démission il y a 3 jours, mais quand je m'écris ça, il n'avait pas présenté la démission. Je vais vous présenter un panorama des industries culturelles et créatives en Espagne à partir d'une situation économique et sociale très complexe, et juste un jour avant du deuxième anniversaire du mouvement social du 15 mai, qui a bouleversé la participation sociale dans la contestation à la crise. C'est vrai, celui n'est pas un mouvement de création d'un parti pour la réforme du système démocratique, comme celui de Beppe Grillo à Italie. C'est vrai, la transformation du mouvement dans un réseau d'associations et actions pour lutter contre le congé, pour se manifester face au Congrès, ou même dans les domiciles de certains politiques ou pour promouvoir des grèves sectorielles contre l'agenda néolibéral du gouvernement du Parti populaire, a fait que le 15e semble avoir disparu maintenant. Rien plus loin de la réalité, le 15e a quitté les places des villes pour arriver à plusieurs rues et à plusieurs espaces de la vie politique et sociale espagnole et déterminer complètement l'agenda politique de mon pays. Mais on n'est pas aujourd'hui pour parler du 15 mai, qui est même 14 mai. Et néanmoins, parler des industries culturelles et créatives en Espagne et parler de la crise, j'ai donc structuré cette petite présentation en 3 parties. Une première pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les indicateurs de la culture en Espagne dernièrement, pendant ces dernières 2 années de hécatombe. Une deuxième pour comprendre quelques connexions entre la bulle économique, immobilière et la culture, avec quelques exemples très connus en Espagne que c'est intéressant de connaître. Et finalement, une brève révision du débat des industries créatives dans le contexte espagnol, les politiques publiques surgies avant et après l'imposition du terme par l'Union européenne et les réactions particulièrement des académiques critiques. Donc c'est pour ça que j'appelais ça pendant les déluges. Il y a donc ces 3 idées que je voulais partager, surtout, qui sont d'abord l'inaction du secteur public et la rétraction des investissements publics, et en même temps le chiffre de chômage et la rétraction de dépenses privées sur le domaine culturel.
la deuxième que j'appelais Entre le temps et le bitume, la culture du boom, un peu chanson française, et finalement les débats intellectuels syriens. Bon, d'abord, un peu de contexte, vous vous rappelez, notre système politique a été dirigé par le Parti populaire entre 1996 et 2004, par José María Aznar, entre 2004 et 2011 par le Parti socialiste, et à partir de 2011 par le Parti populaire dirigé par Mariano Rajoy. Si je revois, je fais un petit résumé des politiques publiques de la culture. La photo était très bien choisie. Des politiques publiques de la culture de président Aznar, il a éliminé le ministère de la Culture. Et pas dans un contexte où la crise pouvait justifier l'existence de moins départements ministériels, mais dans un contexte où la droite espagnole considère que la culture n'est pas un objet direct de gestion par un ministère, mais un objet transversal orienté à la coordination de différents départements dans le gouvernement. Donc, les politiques culturelles sont plus transversales, je le dis là, et orientées au marché et à la projection extérieure de l'Espagne. C'est important parce que c'est très différent à l'orientation qui a pris, par exemple, le Parti socialiste, M. Zapatero, qui aurait mis en place le ministère de Culture, qui a mis quelques nouvelles lois qui étaient 10 ans, 20 ans, 30 ans sans se renouveler, comme la démocratisation de RTV, de la radio-télévision publique en 2006, une nouvelle loi du livre qui était sans renouveler pendant 20 ans, une nouvelle loi du cinéma, la protection des droits d'auteur, en particulier l'imposition d'un canon numérique, dont je ne veux pas parler aujourd'hui, mais c'est un cas très intéressant d'une politique publique faillite, sans succès sur ces domaines. Et finalement, le développement d'un plan de stimule, un plan de promotion des industries culturelles qui est finalement rebaptisé comme le plan des industries culturelles et créatives dans les derniers 2 ans. Les mesures que M. Rajoy, le mesure de politique publique que M. Rajoy, après son arrivée au gouvernement, a pris, devrait être surtout signalé à partir de la disparition de TVA culturelle, de TVA super réduit pour la majorité des produits culturels en Espagne. Ce qui explique quelques des données que je vais vous montrer ensuite. D'abord, et comme vous le savez, parce que c'est très connu sur la presse française, sur la télé française, que notre produit national, notre PNB, notre produit national brut, voilà, c'est ça, a vécu 2 périodes de décroissance. Le premier entre 2008 et 2009, le deuxième c'est cette partie bleue que vous le voyez là, je marquais en couleur pour différencier les périodes de gouvernement, et comme conséquence de cette situation compliquée du point de vue de la croissance ou décroissance du PNB, on a vu une disparition des dépenses publiques de l'État central vraiment spectaculaire, comme presque jamais. Si vous le voyez comme là, en comparaison entre 2010 et 2011, les dépenses publiques en culture ont diminué en 8 points par cent. En 2012, 10 points par cent, et en 2013, 23%. Entre 2008 et 2013, les dépenses publiques en culture se sont réduites en 53,2%. C'est vraiment spectaculaire. La question pour mes étudiants à l'université de Salamanca et pour tout le monde qui travaille dans le secteur, qu'est-ce qui se passe vraiment,
qu'il peut se passer pour les prochaines années avec une économie dont l'État a décidé de se replier, de se retirer du secteur culturel d'une façon comme celle-ci. C'est vrai que le parti qui est au pouvoir maintenant, c'est un parti de droite qui considère que les politiques culturelles ne sont pas le centre de son activité et que la culture doit être envoyée directement au marché sans une intervention très forte. Je veux dire, si vous comparez cette donnée avec quelques autres qui sont tous publics, bien sûr, avec quelques autres dépenses publiques dans des autres secteurs qui sont plus stratégiques pour le gouvernement du Parti populaire, vous découvrirez qu'il n'y a pas une réduction comme celle-ci, mais si il y a une réduction brutale sur la culture. C'est vrai que la réduction, c'est pas si forte sur le domaine local. Ce sont des données qui sont différentes parce que ces données, nous n'avons pas de dépenses locales à partir de 2010 par le moment, mais vous le voyez comme les dépenses en culture des administrations locales sont un peu hautes par le moment et on pense, les estimations ne sont plus que des estimations par de 40% de décroissement pendant les derniers deux années. Donc ça pourrait être une tendance qu'on pourra réviser une autre opportunité. Comme conséquence particulièrement du TVA culturel, vous le pouvez voir ici, mais plus clairement quand on a une donnée plus claire de 2012, les dépenses familiales en culture ont évolué d'une façon vraiment tragique. Comme vous le voyez, entre 2008 et 2011, le décroissement de la dépense des familles en produits culturels est descendu de 14%, entre 2006 et 2011 de 7%. Ce point de croissance entre 2007 et 2008, c'est évidemment avant la crise. Mais la mesure la plus controversiale dernièrement qui a affecté directement la consommation culturelle en Espagne, c'est la disparition de TVA super réduit pour les produits culturels. Comme vous le voyez ici, le livre en papier, parce que les livres électroniques ne sont pas considérés comme de livres dans le centre de réduction de TVA. Le livre en papier sont les seuls produits culturels, pardon, parce que le graphique était en espagnol, le livre a 4% de TVA, le musée a 10%, à différence de 8% que nous avions avant, et tous les produits culturels qui étaient dans son type de 18% sont passés à 21% il y a 8 mois. Bon, comme conséquence, la diminution de la consommation culturelle et la diminution de la dépense publique en culture, le résultat, comme vous le voyez ici, c'est une décroissance impressionnante de l'emploi dans le secteur culturel, qui est passé, comme je vous ai montré dans cette diapositive, le recul de non-niveau d'emploi dans le secteur culturel est d'une décennie. C'est vraiment important. On est retourné au point de sortie, on pourrait dire. Quand on avait quand on avait vraiment fait un petit secteur culturel qui fonctionnait et qui avait une belle facturation, des beaux niveaux d'emploi, ce qui s'est passé, c'est une disparition, comme vous le voyez, des niveaux d'emploi jusqu'à ceux des années 2003. Vous le voyez ici aussi pour voir quelle était la contribution de la culture du PNB espagnol. Ces données sont de la fameuse contre-satellite de la culture espagnole, de la culture en Espagne. C'est à peu près du 3% du PNB. Et maintenant, c'est un peu plus bas, bien sûr, à partir de 2009, 10, 11, 12, et on n'a pas des données officielles pour cette partie du secteur, qui ont été en tout cas centralisées à partir de l'industrie audiovisuelle et des livres et la presse. Si vous le voyez en comparaison à partir de cette balance commerciale de l'Espagne que je vous ai préparée parce que je pensais que peut-être servirait pour comprendre comment est la relation de la culture entre le marché intérieur et extérieur en Espagne.
ce que vous voyez, c'est que bon, les importations culturelles sont dominantes dernièrement, même si en culture, l'Espagne était un pays, jusqu'à la première partie de la décade, très exportateur, surtout par le livre, par le secteur éditorial, vous voyez comment ça a fait dernièrement, et aussi par le secteur audiovisuel qui est en perte depuis la fin de première décennie de ce siècle. Il y a une très curieuse situation d'investissement public en culture dans les dernières décennies, qui a une forte relation avec le BRIC, le BRIC, ouais, le BRIC. Le BRIC aussi, que c'est cette bulle culturelle qui a été aussi associée au béton et bitume, si vous me permettez. D'abord, dire pas tous les projets publics d'innovation et de développement liés à la culture ont été des fracas, ont été mal gérés. Nous avons surtout le district le district 22 à Barcelone, qui a été un vrai succès d'implantation surtout des compagnies, des entreprises numériques, mais nous avons quelques exemples, je vous ai apporté juste 3 pour voir comment la corruption et comment certaines orientations vers la construction des politiques espagnoles de dernière décennie a produit des monstres comme celui-ci. Ça, c'est la Cité du Cirque à Alcorcón, Madrid. Et il était prévu d'être construite par moins de 5 millions d'euros. Finalement, ça a coûté 120 millions d'euros. C'est pas fini, pas du tout fini. Et c'était un projet incomplet dédié, qui allait être dédié à ce secteur de l'industrie culturelle. Un autre, très pareil dans le résultat, c'est la Cité des Arts et des Sciences de Valence, vraiment impressionnant, 1300 millions d'euros, et son budget initial était 300 millions d'euros. Finalement, ça a coûté 1300 millions d'euros. Je le remarque parce que ce budget est en train de sortir pendant les dernières années du budget de culture, pas des budgets ou des budgets des habitats sociaux, par exemple. Et dans ces cas, c'est du budget culturel. Donc on a une question très curieuse, ça c'est Santiago de Compostela, où cette incroyable Val des Rois a été construit. La cité de la culture de Galice était pensée pour un budget de 108 millions d'euros. Par le moment, ça va à 300 millions d'euros. Et à la finalisation, ça seront 480 millions d'euros. Et dans ces moments, si vous parlez avec des copains qui sont à des universités ou qui sont dans des centres culturels à Galice, ils vous diront, il y a 5 ans qui n'ont plus d'argent pour acheter des livres. Mais ils ont d'argent pour acheter, pour faire une chose comme ça. Donc, finalement, pour finir ces télégrammes, est-ce qu'il y a vraiment, dans cette situation, il y a vraiment la place pour un débat académique, intellectuel sur les industries culturelles et créatives en Espagne? Bon, d'abord, je dirais, il y a une forte orientation pendant le gouvernement du Parti populaire vers les politiques culturelles comme transversales et très liées à la société de l'information, donc une forte orientation post-Lisbonne 2000, je le appelais comme ça, je crois que c'est très facile à comprendre. Après, dans le deuxième mandat de José María Aznar, avec la création du ministère des Sciences et Technologies, l'adoption après donc avec le PSOE, de quelques mesures comme le plan d'internationalisation des industries culturelles, la création du ministère des Sciences et de l'Innovation, ou même le plan de promotion des industries culturelles. Mais ce n'est arrivé vraiment à l'agenda politique que... Vous n'avez pas vu le dernier? Ah, c'est le cas ici. Ouais.
Angel, il faut terminer. Oui. Donc, ça, c'est seulement pour vous montrer que c'est seulement à partir de 2011 que ça a devenu une partie de l'agenda politique. Je remarquais que dans cette définition du secteur créatif, on a mis aussi les jouets, ou les bijoux ou les jouets. Les jouets, c'est un cas vraiment extraordinaire que je n'ai pas vu dans les autres classifications d'industrie créative. Et seulement sur les débats intellectuels, souligner d'abord qu'il y a clairement deux positions. Il y a quelques économistes de la culture qui sont en train de publier des études qui montrent la croissance du PNB dans les régions espagnoles une plus partie de la population dédiée aux industries créatives, donc une vision plus fonctionnaliste, et les débats intellectuels critiques, qui est dirigé bien sûr par Enrique Bustamante ou par Ramon Sayo, qui pour ceux d'entre vous qui connaissez la discipline espagnole, vous le savez, qui sont le moteur central intellectuel entre nous, qui souligne, je ne vais pas m'arrêter à ça, qui souligne exactement les mêmes idées que nous sommes en train de souligner ici dans ces réunions ou qui ont été soulignées par les copains. 3 défis, donc, que je laisserai sur la table pour le débat. D'abord, est-il possible de faire évoluer les concepts de culture dans le contexte de la numérisation sans perdre ses valeurs essentielles? Et la question du transmédia, qu'on discutera si vous le voulez dans une autre opportunité. Est-il possible de profiter de la gestion de DPI, des industries créatives, un système dirigé par le contrôle des patents, sans renoncer aux possibilités de la libre diffusion culturelle ouverte par la numérisation? Ce serait un deuxième défi pour la pensée espagnole sur ces sujets. Et une troisième, qui c'est un peu de provocation, la nouvelle culture du numérique est trop importante pour la laisser dans les mains des politiques culturelles, en jouant avec une sentence très connue entre nous. Et donc, comment lutter pour éviter la dissolution des politiques culturelles dans le cadre des politiques industrielles des industries créatives? Ces sentences que j'ai lues dans une présentation d'un économiste là en Espagne, où il a dit presque sérieusement, c'est trop important ça pour le laisser à ces genres de politiques culturelles, ça c'est quelque chose d'économiquement important. Je crois que c'est au centre aussi du débat que nous sommes en train de développer. Merci. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes avant la pause déjeuner. Merci Angel pour ce bilan vraiment passionnant. Je pense au cas de Bilbao, qui a vraiment joué un rôle important dans la promotion à l'international de l'idée d'industrie créative et de ses retombées pour le développement local. Alors comment évolue le débat en Espagne, justement dans le cas de Bilbao? Non, Bilbao, c'est l'exemple, si vous ne le connaissez pas, le Guggenheim de Bilbao, c'est le centre de la reconversion de toute la ville, qui était une ville industrielle et qui a fait un très bon effort dans un moment clé pour se reconstituer comme une ville concentrée sur les services et qui vit autour d'un bâtiment qui a